Bonjour à tous, c'est Lucasfille. Bonjour Aurélie. Bonjour Claire. Pour boucler notre semaine consacrée au drama chinois pour le Nouvel An chinois, on finit en beauté avec le drama Princess Wei Young, un drama historique en costume avec des beaux acteurs, avec des bons acteurs, une bonne musique, une prod comme on les aime, tous les tropes ou presque que l'on adore, du villainous crush en passant par des bitches de compète. Enfin bref, il y a tout pour plaire dans Princess Wei Young. Miam miam, le villainous crush. On a commencé notre nouvel an chinois avec Princess Silver, donc avec une princesse des glingos, et on termine avec une princesse qui nous a beaucoup plus séduite, on va dire. Ah oui, elle est mieux écrite, même si y avait des qualités dans Princess Silver, mais là oui, l'ensemble est quand même beaucoup plus cohérent, solide et réserve des belles surprises, même si, encore une fois, ils utilisent des ficelles auxquelles on est globalement habitué. Les acteurs, que ce soit les héros ou les méchants, parce qu'il y a quand même beaucoup de méchants et d'antagonistes dans cette série, ils étaient tous bons. Et puis on retrouve des visages connus aussi. Ah oui, ça maintenant, ça fait qu'à force, on commence à les connaître aussi, c'est surtout ça. Vous en connaissez au moins un si vous avez suivi toute la semaine. C'est pas Benetton. Luo Jin, qui déjà nous avait vendu du rêve, même si c'était dans la douleur avec Royal Nirvana. Et là, dans Princess Wei Young, il est top. Alors c'est vrai que je pense que le mieux, c'est peut-être de le découvrir dans Princess Wei Young, où il a un rôle plus light, et ensuite de passer à Royal Nirvana. Moi, j'ai fait l'inverse. Je sais pas si c'était l'idéal. Moi, j'avais fait la version que tu mentionnes. Il est possible que vous le reconnaissiez pas, en fait. Moi, je trouve que, justement, entre Royal Nirvana et Princess Wei Young, t'as l'impression que t'es pas exactement sur le même acteur, parce qu'il cabotine beaucoup dans Princess Wei Young. C'est bien qu'il y ait beaucoup de tragédies aussi. C'est beaucoup plus comique. Oui, que Royal Nirvana, c'est pas dur. Mais tu vois, même par rapport à Princess Silver, j'allais dire que c'est quand même, il y a beaucoup plus de moments très slapstick, très comédie. Je comparerais ce drama à nos films de KPDP. C'est peut-être grosso modo d'ailleurs la même époque historique, parce que, bon, c'est difficile de savoir exactement à quel moment on le place. J'ai pas la référence parce que c'est historique, mais en fait, c'est une fiction historique, hein, on est d'accord. Et comme c'est pas à l'époque de Shin Shirwan, on doit pas être avant Jésus-Christ, donc ça se trouve, on est au Moyen-Âge ou... tu vois, le début des Lumières, j'en sais rien, donc on ne sait pas exactement où ça se situe, mais ouais, on pourrait dire que c'est du KPDP façon Jean Marais, tu vois, le Capitan, le bossu, parce que tu as vraiment des grands moments de franche rigolade tapés sur les cuisses. D'ailleurs, où l'acteur, je le reconnais absolument pas par Royal Nirvana, il a un maquillage qui est pas exactement le même, on parle pas des cheveux, alors là, la coiffure, elle est juste pas possible, parce que, alors on est bienvenue chez les tresses, mais on n'est pas chez les peuples nomades, hein, on est chez les méchants Wei, parce que le royaume de Wei, en général, dans nos dramas, c'est souvent les méchants qui vont envahir le royaume ou contre lesquels on se bat. Et ouais, ils ont un look complètement différent, et ça change assez. Et on n'a pas des grands moments de peignoir et lâcher de cheveux, malheureusement. Donc, non, ce sera un gros regret, là, ouais. Ouais. Et puis il y a aussi le fait qu'effectivement il y avait ce qu'on avait déjà mentionné sur Royal Nirvana, qui est que ce ne sera pas la voix de l'acteur. Alors ouais, c'est la voix de Yi Roi, donc ok, très bien, je bave sur la voix de Yi Roi, mais comme on a dit, la voix de Luo Jin est très bien, elle est formidable sa voix, donc pourquoi s'en priver? Alors, on avait déjà mentionné la question des doublages quand on avait parlé de l'épisode sur Rise of Phoenixes, mais entre-temps, j'ai eu d'autres renseignements complémentaires. On va réexpliquer pourquoi il peut y avoir des doublages. Alors, il y a le fait qu'ils tournent dans les studios Hengdian, et je crois que toi comme moi, maintenant, on les connaît bien par cœur, nos studios Hengdian. On a repéré les sorties de secours, le défibrillateur, enfin, on est comme chez nous, là. La machine à café, tout ça, on est prête à aller chercher du Coca-Cola, il n'y a aucun souci. Nous, demain, on y va, on ne sera pas paumés. On tournera pas pour trouver les toilettes, pas de problème. Non. Ouais, non. Mais donc, du coup, la gift shop et tout. Mais du coup, en fait, quand ils tournent dans les studios Hengdian, donc faut savoir que ce sont des studios / parcs d'attractions, comme tous ces grands studios de cinéma. En fait, ce sont des cités du cinéma que tu peux visiter. Et ils ferment pas pendant les tournages. Ce qui fait qu'il y a juste une partie, on va dire, du studio qui est mobilisée au moment des tournages. Mais évidemment, ils peuvent pas couper tous les sons qui sont autour, puisqu'ils peuvent pas contrôler l'environnement sonore.
quand tu es en train de tourner dans la cour de ton château, là, que tu es en train de te taper ton escalier et ton truc. Et donc, ce qui fait que tu peux très bien entendre derrière des gamins en train de crier ou une mère en train de crier sur son gosse ou j'en sais rien, ou tu as des touristes en train de faire du boucan. Donc, forcément, il y a de la pollution sonore qui fait que de toute façon, ils sont obligés de refaire le son après en post-prod. À ça, tu rajoutes que parfois, même quand ils sont sur des décors, pour essayer de... Parce que ce sont des très très longues productions, et surtout celle-là, c'était une énorme production, vraiment, il y a eu du budget. Donc, du coup, pour réduire, ils tournent... Alors, d'ailleurs, ils avaient vraiment tourné beaucoup, parfois 14 heures par jour pour ce drama. Et donc, souvent, le décor sont divisés, dans les parties studio sont divisées en deux. Donc, tu tournes dans une moitié toutes les scènes que tu as à tourner, on va dire, par exemple, dans la salle du trône. Mais après, il faut que tu rechanges, plutôt le bureau de l'empereur, on va dire, pour cette série. Et puis après, tu changes de côté pour aller tourner, je sais pas, toutes les scènes dans la chambre à coucher, par exemple. Mais il faut savoir que pendant que toi, tu es en train de faire tes scènes, à côté, tu as les constructeurs qui sont en train de taper, et de mettre des planches, des clous et des trucs et de fabriquer le truc. Donc, ça doit faire un boucan toute la journée et obligé après, en post-prod, de repasser. À ça, tu rajoutes qu'il y a la question qu'on avait déjà mentionnée, qui est qu'ils ont des castes avec différentes origines. Donc, notamment, là, le deuxième héros masculin, qui est d'origine taïwanaise-américaine, donc Vanessa Wu, que je vais appeler Vanessa. Vanessa. Ouais, Vanessa. Donc Vanessa, ou d'autres acteurs, d'ailleurs, d'autres acteurs d'origine. Alors, c'est pas seulement le fait d'être taïwanais, mais tu peux avoir, on a déjà vu des productions où il y avait des acteurs d'origine coréenne, ou qui sont originaires de différentes régions où tu as d'autres dialectes, et qui ne parlent pas nécessairement un chinois mandarin standard. Et en plus, tu essayes d'avoir quand même, on va dire, une uniformité du coup au niveau du cast, qui fait qu'en théorie, ils sont censés être dans une période historique où ils ont tous à peu près le même accent. Même si là, tu as deux royaumes différents, donc tu pourrais très bien imaginer que... Mais arriver à trouver l'uniformité n'est pas toujours simple. Donc il y a un moment où, en fait, ils partent du principe que, on va pas se faire chier, ils vont tourner comme ils peuvent avec leur accent provençal ou ce que tu veux, et puis après, on va repasser derrière en post-prod, et autant il y a certains acteurs qui pourraient se doubler eux-mêmes parce que leur mandarin est très bon, etc. Sauf que être doubleur, c'est quand même un métier, mesdames et messieurs, et donc ils n'ont pas forcément du temps à perdre, vu déjà le temps qu'ils ont passé avant à filmer et le fric que ça coûte après de redoubler derrière et de lancer finalement ta production. Et ils font appel à des gens dont c'est le métier et qui font ça non-stop toute la journée, toute l'année, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui le font très bien, très vite. Et ce qui fait que c'est pour ça qu'on se retrouve parfois avec... t'as 25 dramas qui sortent dans une année, c'est doublé par les mêmes acteurs, quoi. Et des fois, c'est vrai que ça peut être un petit peu saoulant. Mais c'est ces choses-là qui rentrent en compte, si tu veux. Ils ont moins les problèmes sur les dramas contemporains, en fait. Parce qu'ils ne tournent pas dans les trucs... Ils maîtrisent mieux ce genre de choses. Et la plupart du temps, c'est vraiment les voix des acteurs, en fait. Puis en plus, ils n'ont pas besoin d'utiliser justement les studios Rangdian ou d'autres studios qu'on a pu voir. Donc du coup, ils peuvent contrôler leur son parce qu'ils sont en train de filmer, comme dans, par exemple, Oh My Sweet Liar, tu es en train de filmer dans un bureau. Ça va, c'est bon. En termes de pollution sonore, tu vas arriver à gérer à peu près, quoi. Donc ils savent le faire, ça. Mais pour les studios Rangdian, ou pour tous ces cités du cinéma, c'est un vrai problème et c'est pas toujours du coup les acteurs qui se doublent derrière. Et donc là, c'était un regret pour Luo Jin, parce que on sait par ailleurs qu'il a une super belle voix. Mais finalement, on s'habitue dans Princess Wei Young, à un moment donné, ça passe, d'autant que c'est la voix de Ye-Hua, enfin le doubleur de Ye-Hua, donc il a quand même une voix de velours, donc ça ne gâche rien. C'est étonnant parce que le personnage est beaucoup plus naïf. Le personnage de Luo Jin, c'est un prince naïf, presque trop pur pour ce monde, héros masculin de la série. Et la voix de Ye-Hua le rend... ça fonctionne bien, avec sa vraie voix à lui, qui est quand même plus modulée, peut-être que il aurait eu l'air moins naïf. Je sais pas, mais tu vois, je me pose la question, est-ce que c'est la voix du second acteur masculin Alors du coup, Luo Jin était moins une révélation, bien que je l'ai vu pour moi, mais c'est vrai que ce qui m'a surtout marqué, moi, c'était le deuxième acteur masculin. Il lui vole la vedette. Deuxième acteur syndrome, bien que le couple principal est très choupinou, mais voilà, il était trop choupinou, il fallait un petit peu de sel, et heureusement, on avait Vanessa. Et est-ce que c'était sa voix à Vanessa? Parce que donc Vanessa Wu, c'est donc un chanteur à la base, enfin, il était chanteur et acteur. Et alors attends, parce que là, tu vas rigoler, Aurélie, et nos chers auditeurs, parce que en fait, il a été révélé dans la version taïwanaise, donc pratiquement d'origine
l'origine, on va dire, de Meteor Garden. Et il faisait pas le personnage principal, il était pas Do Min-seo, il était un des 4, quoi, donc il faisait partie des F4. Et donc du coup, il a fait un boys band, donc il était un des 4 membres du F4, le boys band qui chantait. Et donc il a été crédité, donc il est assez connu dans son truc, il a été crédité notamment sur l'album Dangerously in Love de Beyoncé, donc il faisait des voix là-dessus. Et ensuite il a fait un duo coréen, je crois, donc il a aussi dans un autre duo où il chante également, donc il est très connu pour ça. Et voilà, donc c'était son premier drama en costume. Donc il avait une habitude de drama, mais c'était son premier drama en costume. Et il s'était exercé apparemment comme un maniaque. Il allait tous les jours faire du cheval, du sport, du machin. Il lisait une tonne de bouquins. Il s'est préparé comme un ouf pour ça. Et il était ultra convaincant. Et c'est vrai qu'il est particulier. Mais il vole la vedette, voilà, on le dit tout de suite. Il a un physique très particulier, en plus avec cette coiffure de tresse, ça accentue les côtés... Predator. Le côté Predator et puis les angles un peu différents, plus exotiques de son visage. Et donc du coup, ça fonctionne très très bien. Et il vole la vedette, il est super en Villainous Crush. Alors nous, déjà, on aime les Villainous Crush, mais alors en plus, quand ils sont super bien faits et incarnés par un acteur de talent, bah ça le fait carrément. Même si, comme tu l'as rappelé, le couple principal, donc la princesse Wei-young et le personnage interprété par le Ho-jin, on les ship quand même. À aucun moment je les shippais vraiment avec le Villainous Crush, la Miss. Leur relation, elle est hyper intéressante. C'est un des meilleurs Villainous Crush que j'ai vu. Ah, c'est clair. Tu me l'avais vendu comme ça. Shippé, Tu me l'avais vendu comme ça et c'est vrai qu'il était top. Ah, il était top. Alors pour ceux et celles qui seraient intéressés en découvrant Vanessa, c'est un cœur à prendre parce qu'il a été, il est de 78 et il a été marié, mais il a divorcé. Je sais pas si entre temps il s'est remis avec quelqu'un. Bon, faut savoir par contre qu'il est très ouvert sur sa faille. Il est à fond dans la foi chrétienne et il est très très porté là-dessus. Donc t'as intérêt à arriver avec la Bible sous le bras si tu veux arriver à le conquérir. Voilà, si tu veux pécho Vanessa, t'arrives avec la Bible sous le bras, quoi. Donc nos deux persos principaux, donc tu l'as dit, donc les deux acteurs, donc Tiffany Tang, c'était la première fois, je crois que tu la voyais, toi, Tiffany. Hein. Ouais. J'en avais beaucoup entendu parler parce que c'est une grosse star en Chine et elle est très très belle et donc je l'ai vue passer dans plein de vidéos genre top 15 drama ceci, top 10 actrice cela, mais c'est la première fois que je la voyais dans une production et elle tient le truc sur ses épaules, elle fait un super boulot avec son personnage de princesse qui est pas une victime, qui sait rendre les coups et qui a un destin hors du commun en fait. Et elle est parfaitement crédible. Ouais, elle a un très beau personnage et elle joue très bien effectivement dans celui-là. Moi j'ai vu dans un récent où alors elle faisait pas du tout, c'était le Legend of Chu Chao là où c'était Chao Chuo, c'était Legend of, je confonds avec Chu Chao, c'est notre Princess Legends. Ouais. C'est les Legend of Chao Chuo exactement. Et parce qu'il y avait 13 dans les deux, c'est pour ça. Oh sûrement ça doit être ça. Oui, non mais je les confonds pas quand même. Bah j'ai Shondu dans les deux aussi hein, donc c'est vrai que ça devait pas aider. Ça devait pas aider. Fou d'amour, ouais. Voilà. Mais par contre, elle était enceinte sur le drama, donc elle n'était pas à fond dans ce drama-là. Dans celui-là, elle était un peu plus à fond parce qu'elle était très amoureuse de son partenaire, probablement, j'imagine. Alors c'est une actrice qu'on a surnommée à un moment la reine du milliard, parce que à chaque fois qu'elle était dans un drama, tu avais 1 milliard de vues, mon coco. Donc c'est vrai que ça marchait bien. Et sur celui-là, il y a eu 18 milliards de vues. Elle est très bankable. Ils ont fait 18 milliards de vues avec ce drama sorti en 2016, 54 épisodes, adapté d'un roman qui s'appelle The Poisonous Daughter de Qin Tian, donc la fille empoisonnée, donc une histoire de vengeance, etc. Et donc effectivement, donc Lu Ho-jin et elle, ça devait fricoter sur le tournage. Ils ont fait leur coming out en tant que couple en 2016 lors de la sortie de ce drama, mais ils étaient probablement déjà ensemble avant. Ils avaient déjà fait un drama ensemble qui s'appelait Diamond Lover, alors qui va peut-être t'intéresser Aurélie parce que l'acteur principal c'était Ren. Ah donc ton copain coréen, mon pote coréen.
yes. Exactement. Et donc Luo Jin qui devait du coup être le deuxième male lead machin, donc probablement il n'était pas. Alors est-ce que ça a fricoté déjà à l'époque? On n'en sait rien. Ils se sont mariés à Vienne en toute simplicité en 2018 et donc ils ont eu une petite fille assez récemment. Voilà, c'était pour la partie gossip. Ouais, la partie closer, ça c'est fait. Bah si tu veux, je restais dans la partie gossip. On va dire qu'au niveau de la réception de ce drama qui a été donc, comme on vous l'a dit, très populaire, il y a énormément par contre de controverses qui ont pollué, on va dire, la sortie de ce drama. Beaucoup de critiques ont été faites, donc déjà sur la source, sur le matériel source qui était le roman, parce qu'il y avait, comme d'habitude pour nos dramas chinois, des accusations de plagiat sur ce roman. Et donc, quelqu'un avait calculé sur les 294 chapitres, il n'y en avait que 9 qui étaient originaux, donc c'est pour te dire. Donc, ça la fout mal, ouais. Oui, bon, en même temps, ils recyclent tellement de clichés et de machins dans tous les trucs, il y a un moment, tu sais plus ce qui est original. Ah bah là, les tropes, tu sais, oui, non. Encore une fois, c'est un catalogue de tropes. Aïe. Il y a des fois trop de tropes. Oui, ça fonctionne. Mais par contre, parmi les critiques, il y avait, et qui sont à mon avis assez fondées, tu vois, autant on a préféré celui-là, je pense toutes les deux, par rapport à Princess Silver. Le côté kitsch est passé moyennement, parce que c'est vrai que je trouve qu'il est plus kitsch que Princess Silver, que ce soit au niveau des costumes, des décors, de la manière de jouer, etc. Le maquillage qui fait pas du tout historique, on va dire. Et effectivement, ont été reprochés, ce qui peut sembler bizarre, mais c'est le cas, l'accumulation des clichés. Le doublage a été reproché et également le fait qu'il y avait vraiment des moments complètement abracadabrantesques, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait des choses dans l'intrigue et les gens étaient là, attends. Bizarrement, ça n'a pas été reproché dans Princess Silver, mais là, ce qui est très curieux. C'est très curieux parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs où tu dis non, attends, là, c'est un peu écrit avec les pieds et là, on va venir, mais il est beaucoup plus satisfaisant, je trouve, à regarder que Princess Silver. Ah oui, ça passe beaucoup mieux. Ça passe, c'est beaucoup plus digeste et beaucoup moins frustrant. Parce que je pense qu'aussi les arcs sont mieux négociés et qu'il y a certains acteurs ont quand même plus de charisme, plus de charme. Les rôles secondaires sont solides. Et pour ceux qui aiment les bitches, alors là, prenez un ticket, quoi, parce que... La galerie des gares s'est ouverte. Oh la vache. C'est toutes des psychos. C'est à celles qui seraient la plus déjantée, désaxée possible, quoi. Ah, bah, je pense qu'il faut qu'on ressorte notre mime. Hein. Je veux vraiment qu'on fasse le mime qui est les bitches n'apprennent jamais. Donc, oh là là, ils sont irrécupérables, quoi. Mais les méchants aussi sont globalement irrécupérables, quoi. Ah bah, pas un, hein, mais moi, plusieurs fois, j'ai pensé le récupérer. D'ailleurs, je me le récupérerais bien. Hein. Bon. Le pitch ? Ah, le pitch. Alors, on suit les aventures de la princesse Li Weiyang, qui est la princesse d'un royaume voisin de celui des Wei, et qui est déjà assujettie à celui des Wei, en fait. Et quand elle est jeune fille, elle voit toute sa famille se faire massacrer suite à une machination de seigneurs de la guerre issus de l'empire ou du royaume Wei, dont notre méchant habituel, sauf dans Twisted Fate of Love. Oui, Din Han, qui était au meilleur de lui-même. Voilà, méchant. Bad guy, hein, comme on aime le détester. Ouais. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Again and again and again, tu vois. Ah oui, ça. Donc notre bichette, elle se retrouve avec toute sa famille à venger, son royaume à venger, protéger son identité, traquée de partout, en craignant pour sa vie, enfin dans une merde noire, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Elle s'appelle pas Li Weiyang en fait, non. À la base. Ça, c'est pas son vrai nom. Ça s'appelle Feng Xin-ar. Et elle va rencontrer Li Weiyang dans la forêt, elles vont devenir copines. En fait, la vraie Weiyang, c'est une fille naturelle issue de la famille Li, qui est une famille très très importante dans le royaume de Wei. Le père est le Premier ministre. Voilà, c'est le Premier ministre, le chancelier, donc il est très très important. Et cette fille naturelle, il l'a cachée dans les bois, plus ou moins sur la surveillance / protection d'une femme de la campagne qui est pas très recommandable, quoi. Donc en gros, la nana, c'est une martyre. Et quand elle rencontre notre héroïne, elle devient une copine. Dans la famille, forcément, il y a des bitches, hein, il y a des concubines, l'épouse légitime, la fille aînée qui est
une pourriture comme sa mère. Enfin bon, voilà. Qui est belle extérieurement, mais affreuse intérieurement. Voilà. Et donc ils envoient quelqu'un pour tuer la vraie Lee Wei-young. Quand elle meurt, notre héroïne prend son nom et se fait passer pour la fille naturelle de la famille. Enfin, le père la fait revenir dans la maison. Et en fait, elle intègre comme ça la famille du premier ministre du royaume qui a détruit le sien, en fait. Et dont elle a juré la perte. Ce qui fait qu'elle a un double arc de vengeance, parce qu'elle a effectivement l'arc de vengeance, son arc personnel, qui est celui de sa famille dézinguée de manière éhontée, sur en plus des mensonges à leur rencontre. Et elle va également endosser finalement l'arc de vengeance de la personne dont elle a pris l'identité, parce qu'elle va aussi essayer de la venger auprès de sa famille. Donc autant vous dire qu'elle va en prendre plein la gueule, mais ses ennemis aussi. Parce que c'est pas une carpette, la Miss. Elle est loin d'être conne. Elle m'a beaucoup fait penser à Feng Jiwei par moment. La façon dont elle se sort de certains pièges et parce qu'elle elle est finaudin. Ouais. Elle est aussi intelligente que Feng Jiwei, oui. Elle a de la ressource, heureusement pour elle, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui veulent sa perte. Dans la famille Lee, et puis pas que, autour aussi. Avant que sa famille soit massacrée, elle est sauvée dans une scène qui frise le grand guignol. Tu évoquais Jean Marais, le capitaine Fracasse, quoi. Oh mon Dieu. Alors on sait qu'ils font des pirouettes avec des câbles et tout, mais là l'autre il est en train de bouffer ses nouilles. Tu fais trampoline là sur la manchette. avec la même qualité de moustache que notre héros, notre Suang Siro de Oh My Sweet Liar. On va mettre au rayon des moustaches Freddie Mercury de l'impossible. C'est juste, le déguisement zéro crédibilité comme ça. En plus elle a une perruque frisée, elle a une perruque bichon frisée, ma pauvre. C'est une catastrophe. C'est vrai que le premier épisode est vraiment what the fuck. Ça te prépare pas forcément pour ce que tu auras après. Ouais, c'est vrai. Le petit mange des nouilles et en plus il a un côté qui s'exploite jamais après. Alors, c'est pour ça que des fois il y a vraiment des inconsistances dans les personnages parce que ils nous le mettent en mec très précieux parce qu'au lieu d'utiliser les baguettes en bois qui sont dispo dans les shops de nouilles de la rue, quoi, il faut qu'ils sortent ces petites baguettes en argent personnel, tu vois. Alors tu dis bon, alors ils vont nous mettre l'accent comme d'habitude sur le mec psycho-rigide, obsessionnel, compulsif, mais pas du tout, ça ne sort pas après. Donc c'est bizarre que finalement comme description de personnage. Surtout que c'est un mec, même si il est issu de la famille royale de Wei, en fait, puisque son père était le prince héritier, déshonoré, assassiné dans des circonstances fort suspectes, sinon il y a des intrigues de palais, bien sûr. Mais en fait, c'est un gars assez simple. Ça, il est simple, hein, tu peux le dire. Ah la vache, il est parfois même un peu il a des côtés simplets, oui, c'est ça. Mais il apprend vite, parce qu'il arrive à déjouer certains pièges aussi, surtout vers la fin, il apprend de ses erreurs, il devient beaucoup moins con, le coco. Je pense que côtoyer Wei-young, ça aide aussi, parce qu'elle, honnêtement, elle est beaucoup plus taillée pour la haute politique et les intrigues que lui, hein, c'est évident. Ouais, la seule chose qu'il maîtrise mieux qu'elle, c'est la calligraphie. Ils forment un beau couple, en fait, ils s'équilibrent, et puis surtout, ils tombent amoureux très très vite l'un de l'autre. Même si elle est troublée par le villainous crush qui se trouve être l'oncle de notre héros. C'était le frère du prince héritier, donc du papa du héros. Et forcément, il essaie d'écarter tous ses rivaux pour devenir le prochain empereur de Wei, notre villainous crush. Et pour ça, il ne recule devant rien. Les intrigues, les assassinats, les coucheries. Oui, parce que ça couche, enfin en tout cas lui il couche, avec une des bitches qui elle aussi ne recule devant rien. Ouais, enfin il couche à l'insu de son plein gré, hein. Elle lui a quand même sorti un aphrodisiaque. Hein. Oui, mais je crois qu'ils remettent ça après, non ? Oh bah parce qu'une fois que t'as un goût de revenez-y, tu n'as rien d'autre à faire de sa journée. Alors que lui aussi, il est de plus en plus troublé par Wei-young. Il va lui sauver les miches à plusieurs reprises, même si ça va à l'encontre de ses plans. Et il est vraiment amoureux d'elle, mais c'est un amour tordu, bien sûr. Hein. Ce serait pas un vilain. Ouais, mais c'était comme on les aime. Vous doutez bien que si on a craqué pour lui, c'est qu'il doit y avoir une raison. Hein. C'est pas que pour les tresses, hein. C'est parce que très vite, on nous sort qu'il a un passé... Il a beaucoup souffert aussi dans son enfance. Et c'est vrai que, bon, notre Tuo Bajun, donc le héros joué par Luo Jin,
comme tu l'as dit, son papa est mort dans des circonstances. Alors pratiquement son papa, c'est son personnage dans Royal Nirvana quasiment, j'ai envie de dire. Voilà. Mais son oncle, le jeune frère qui était mis de côté, lui, il a morflé. Alors, bienvenue encore dans les familles de bâtards, hein, parce que pour le coup, il était le fils d'une courtisane, donc il se faisait sans arrêt mettre de côté. Donc notamment à un moment, sa mère est punie et lui, il est enfermé dans une pièce à part, ce qui va faire qu'il va développer des traumatismes. Et c'est vrai que quand tu finis par avoir tout ça, tu te dis ok, alors on va vraiment à fond sur le Villainous Crush, les gars. Hein, donc question, aura-t-il une rédemption ou pas? On en parlera dans la partie spoiler. Mais c'est vrai que l'acteur, lui, déjà il est bien écrit, le personnage. Et l'acteur lui donne une épaisseur supplémentaire, un charisme de dingue. Il sort de l'ordinaire de Villainous Crush. Pourtant, vous savez qu'on en consomme beaucoup. Et on est rarement déçus. Et celui-là, il est venu se hisser dans le top 10 en ce qui me concerne. Il est vraiment bon. Jamais assez. Il n'y en a jamais assez. Il n'y en a jamais assez quand c'est aussi bien écrit. Surtout quand ils sont bien écrits. Voilà. C'est vrai parce que ça n'arrive pas tout de suite. Puis en plus, lui, il est intelligent. C'est vrai que comme tu l'as dit, notre héros principal, il est courageux. Voilà, c'est le chevalier sans peur et sans reproche. Bon, mais il a des côtés un peu con de base. C'est pas le roi du machiavélique. Hein, et donc, face à lui, tu as quelqu'un qui a plus de troubles moraux, quoi, qui se pose des questions, qui hésite, qui a un chemin, mais des fois a des possibilités de reculer, ou qui change un peu, qui s'adapte. Et c'est vrai que voilà, ça fait plaisir d'avoir un personnage intelligent et moralement gris à plein de moments. Donc c'est vrai que tu te dis, autant tu te dis que bon, le héros, t'as bien compris que c'était le héros, voilà. Mais l'autre, du coup, t'intéresse plus parce que t'es intrigué par lui. Tu dis, dans quelle direction est-ce qu'il va m'amener? Parce qu'ils amènent pas tout de suite le Villainous Crush quand même. Au début, tu te dis que c'est uniquement, il va l'utiliser parce qu'il a bien compris que c'était une femme intelligente, donc ça peut peut-être lui servir parce qu'il veut en faire une alliée. Et tu vois pas forcément tout de suite arriver la relation. Et quand elle arrive, t'es à fond, hein, ça, c'est sûr. Oui. Moi, j'étais à fond. Pareil. J'étais à fond avec lui depuis le début parce que l'acteur est génial en fait et le personnage aussi. Donc c'est vrai que encore une fois, il vole la vedette à chaque fois qu'il est à l'écran. Il y a que face à Tiffany Tang, comme c'est garçons et filles, où ils ne volent pas la vedette parce que elle, pareil, elle accroche la lumière, elle accroche la pellicule. Elle est vraiment quand elle est à l'écran, tu peux pas t'empêcher de la regarder. Elle est magnifique, elle joue super bien. Et en plus, son personnage, il lui arrive tellement de trucs, tu te dis à chaque fois, alors attends. Comment elle va se sortir de ce merdier? Oui, alors là, c'est notre jeu alcoolique, hein, du nombre de à chaque fois que tu te fais punir. Et d'ailleurs, ça, c'était le côté un peu, tu te dis, attends, parce que donc t'as l'empereur, donc du coup, qui est le grand-père du héros, et donc le père du deuxième, l'empereur. On lui amène régulièrement la nana parce qu'elle s'est fait, on lui a fait porter le chapeau pour je ne sais quelle connerie parce que ça se multiplie. Donc le nombre de fois elle est traînée dans le bureau du proviseur avec mettre ta tête sur le bio, tu vas aller en prison, machin, etc. Et tu te dis non mais attends mon coco, c'est la 15e fois qu'on te la traîne dans le bureau et à chaque fois elle arrive à démontrer qu'elle est innocente. Il y a un moment tu te dis pas qu'il y a un complot qui se trame sans arrêt derrière elle. Cela t'es un peu con quand même, hein. Là, ça devient un peu répétitif parce qu'à chaque fois, elle arrive à te mettre le nez dans le caca, donc tu te dis non, on va peut-être creuser un petit peu avant de l'envoyer en tôle. Non. Ça, c'était un peu chiant. À la décharge de l'empereur, les coups ne viennent pas toujours de la même origine parce qu'il y a plusieurs personnes qui veulent faire la peau à Li Wei-yang pour des raisons différentes. Elle a des alliés aussi, même au sein de la famille Li, notamment la mère de la vraie Li Wei-yang, qui se rend compte qu'elle n'est pas sa fille à un moment donné, mais qui protège quand même son identité, parce qu'elle s'est prise d'affection pour elle et que l'héroïne s'est attachée à elle aussi. Elle a quasiment pas connu sa mère, etc. Pareil, la grand-mère de la famille Li, elle est top, c'est quelqu'un de très honorable, contrairement à la plupart des membres de la famille, de près ou de loin, et elle se prend pareil d'affection pour elle. Donc voilà, que ce soit la mère ou la grand-mère, elle se les fout dans la poche, quoi. Et ça, c'est chouette, parce que pareil, elle avait perdu sa grand-mère au moment où toute sa famille massacrée, là. Sa grand-mère qui était très très courageuse, qui restait digne jusqu'au bout. Et la grand-mère Li, lui fait penser à elle, en fait. Donc ça accroche bien. Donc elle a aussi des alliés qui payent pas de mine, mais qui lui sauvent les miches à plusieurs reprises. Mais il y a quand même tellement de bitch et de bâtards qui veulent lui faire la peau tout au long du truc. C'est de l'acharnement, c'est du harcèlement à ce stade. Enfin, je veux dire, la nana, si c'était une carpette, ce serait Princesse Sarah.
Ce serait du torture Oui, porn. mais elle l'est pas, Mais justement. elle n'est pas une carpette. Non. Elle rend les coups, elle déjoue les pièges, et des fois elle en fomente elle-même de son côté, parce que faut pas la prendre pour une quiche, quoi. Elle est absolument pas quiche. Et Tiffany Tang, justement, ça, elle le rend bien, parce qu'à aucun moment elle est antipathique, alors qu'il y a des moments où tu te dis what the fuck, genre ouais, vas-y, ouais, tu t'en sors. Genre trop cheaté, hein, comme diraient certains, mais ça la rend pas antipathique pour autant. Non, mais en plus parce qu'elle a un arc de vengeance qui change un peu, parce que c'est pas la vengeance pure et brutale. Voilà, à l'origine, quand elle arrive, c'est vraiment, bon, bah, je vais vraiment faire la peau au royaume qui a fait massacrer ma famille. Et donc, en théorie, l'empereur est dans sa cible, et notamment, donc, du coup, bah, notre héros, puisque c'est le fils de la famille. Et quand elle se rend compte que c'est le fils de la famille, oh, gros drame, notre amour est impossible. Donc, lui, il est là comme un petit chien derrière, moi je t'aime et tout. Et elle, non, je veux pas de toi, espèce de bâtard. Elle lui dit pas tout de suite pourquoi, mais elle fait tout pour le rejeter. Et lui, il s'accroche, il n'y a pas moyen, si tu veux, il lâchera pas le bout de gras. Au début, tu pourrais penser qu'elle va vraiment essayer d'éliminer tout le monde. Et en fait, bah non, c'est pas exactement le projet. Et c'est vrai qu'on a cette question de, pas de la vengeance nette et pure et brutale. C'est effectivement, il y a quelques personnes qui vont tomber parce qu'elles sont irrécupérables. Mais comme, oui, c'est quelque chose que j'apprécie dans certains de ces dramas qu'on a pu voir. C'est pas le premier, mais c'est vrai que c'est encore dans plus Royal marqué Nirvana, ici. c'est le même C'est genre. ça, En fait. ils ont tous leur chance, en fait. Ils ont la chance de se... Bon, dans Royal Nirvana, je dirais pas qu'ils avaient nécessairement leur chance. Non, mais c'est de la vengeance ciblée. C'est pas de la Oui, vengeance ciblée. aveugle. Par exemple, t'inclus pas les innocents de la famille de ton ennemi dans ta vengeance. Non, c'est pas toute la famille y passe. Non, exactement. Mais là, en plus, elle a vraiment une chance de récupérer. Elle leur laisse une chance de se rattraper, tu vois, même les bitches. Parce qu'en plus, c'est vrai que ça change. Il y a des alliances qui changent. Comme tu disais, ça vient pas toujours des mêmes coups. Parce que des fois, tu as vraiment des changements dans les amitiés ou dans les alliances entre les personnages. Et bon, ça va effectivement provoquer quelques drames dans les revirements. Parce que c'est vrai qu'il y a des trucs, des fois, tu les vois pas arriver. Ah, il y a quand même... Peut-être qu'on peut faire l'arrêt sur les trucs qu'on n'a pas aimés. Parce qu'il y a peut-être moins de choses qu'on n'a pas aimées. Moi, déjà, il y en a un je veux placer tout de suite, qui est le même qu'on n'a pas aimé dans Princess Silver, ce sont les masques magiques Mission Impossible. Voilà. Faut alors arrêter c'est un avec trope que ça, les j'aimerais voir gars. disparaître. C'est là que tu sais que t'es moins dans une fiction historique que dans, on va dire, dans une fantaisie historique. On va dire, c'était finalement un peu le cas pour Princess Silver, parce que là, non, là, je peux pas, là, c'est pas possible. Vous pouvez écrire tellement bonnes histoires sans avoir recours à ce genre de conneries. C'est pas possible. C'est pas possible. Nous, ça, on sature complètement. Faites ça dans des trucs d'espionnage à l'époque moderne. Là, on achète. Même. Mais là, ça fait vraiment le choc pour le choc, tu vois. Oh là là, mon Dieu, mais comment va-t-on se sortir de cette situation, car il y a une confusion d'identité. Il y a déjà suffisamment d'histoires, comme dans Princess Silver d'ailleurs, de confusion d'identité parce qu'elle cache son identité, etc. Et c'est un des ressorts de l'intrigue. Bon, sans avoir ces histoires de masques, et c'est vrai qu'ils nous font le coup 2 fois, et tu te dis, oh non, attends, non. Non, sans nous. Le doublage, bon ça on en a déjà parlé un moment. Ça. Qu'on regrette un petit peu, même s'il est bien fait globalement. Comme dans Princess Silver, les champs de fleurs en plastique. Ah putain, non, mais... mais ça obligé, ils tournent en hiver. Bah oui, alors, c'est pour ça qu'ils font de la buée et qu'ils ont les mains toutes rouges, c'est ça. Ça m'a fait marrer, surtout dans les dramas... Enfin, tu le retrouves dans les dramas contemporains, mais ils ont le visage jaune, enfin en tout cas avec du fond de teint jaune, et puis ils ont les mains rouges, ils se pèlent le jonc, et t'as envie de dire, non mais les gars, mais... avec leur petite robe en soie. Non, mais oui, non, mais c'est sûr que ça, c'est un problème. Alors, comme ils sont quand même censés avoir une évolution de temps, puisqu'on est quand même sur plusieurs années, les saisons, là, du coup, tu ressors tous tes arbres et puis tes champs de fleurs en plastoc, et puis on se dit, roulons-nous dans les astères jaunes en plastoc. Ça se voit vachement quand tu fais les gros plans quand même, il faut le dire. et bon, ils l'ont sorti plusieurs fois, leur champ de fleurs. Faut bien, vu le temps que ça a dû leur prendre d'en mettre leur pot de plastique. Ah bah, devine. Mais, faut la mortir après. Aïe, 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 ça c'est dur. Par contre, ça permet d'avoir des jolis moments sous la neige. Après, bon, je te dis, les autres trucs que j'apprécie pas trop, on va dire, c'est justement les ruptures dans l'écriture. Enfin, il y a quelques trucs qui sont pas bien tenus, donc des choses qu'ils amorcent pour le coup et qui... par exemple, toute l'ouverture qui est en mode c'est le phénix, parce que donc son nom c'est Fang, hein, donc Fang c'est phénix, donc ils font toute une histoire sur le bébé naît, et elle a un destin avec phénix machin et bidule, et tu vois la grand-mère et le père qui se posent plein de questions sur son destin.
Est-ce que c'était bien la peine de partir sur un truc un peu mythique, mythologique, vu qu'après c'est pas vraiment exploité, on n'a peut-être pas besoin de cette, on va dire cette piste-là. Elle sert à rien du tout, donc pourquoi partir là? Mystère. Et puis donc ce que j'avais dit sur l'introduction du personnage avec le fait qu'il devait être un peu précieux, non en fait. Donc il y a quelques petites comme ça, petites gafouilles qui sont bon, pas méchantes, hein, mais pourquoi les écrire? Voilà, c'était la question. Il y a plein de tropes qu'on a revus, comme on l'a dit. Globalement, ça passe bien. Moi, il y en a un qui commence sérieusement à me saouler. C'est la phase Cosette. Genre, à un moment donné, la nana se retrouve embauchée au palais pour laver le linge ou je sais pas quoi. Ah, comme dans Moon Lovers. Ah, tout le monde va laver le linge. C'est ce que j'appelle la phase mère Denis, moi, personnellement. Tu veux être une vedette? Eh ben, tu vas en être une, ma fille. Tu vas laver le linge. Allez, hop. Ah là là. Oui, mais là, elle est pas dans une phase Cosette. C'est vrai qu'on l'a vu dans Moon Lovers et donc son origine Scarlet Heart. Tu la vois également dans Royal Nirvana. Ouais. On a droit également. Au passage, laver le linge. Hein, donc c'est vrai que c'est un grand classique. Mais surtout quand tu dois laver le linge en hiver, ce qui est quand même leur cas régulièrement. Mais là, elle rend coup pour coup. Là. La nana de Royal Nirvana, c'était un peu ça aussi, si tu veux. Elle essayait de... Enfin, elle se laissait pas complètement martyriser non plus. Non. Bon, t'as aussi la phase du celle qu'on n'aime pas trop aussi, qui est le je vais être un bâtard avec elle pour la protéger. Ah, ouais. Pareil. On en a parlé hier avec Love is Sweet. C'est bon. On a notre dose de ce genre de conneries, c'est bon. Ouais, virez ce trope ou utilisez-le vraiment quand il y a vraiment nécessité de l'utiliser, mais c'est vrai que celui-là, à chaque fois... Déjà, dis donc, on a du bol, on n'a pas eu droit à l'amnésie, dis donc. Ah oui, c'est vrai. Là, c'est suffisamment rare pour le noter. Hein, parce que ça, ce trope-là aussi, genre, me souviens plus, mais non, je t'aime pas, mais non, t'es pas mon mari, mais... non. Parce que là, ils avaient osé nous le faire dans Rise of Phoenixes. C'était pas l'arc que j'avais préféré dans la série. Là, au moins, on y a échappé. Ils nous ont pas fait le coup dans Princess Young, donc ça, c'est plutôt agréable. Bémol, moi, comme d'habitude, ces putains de génériques qui te spoilent jusqu'aux dernières images du dernier épisode, ne regardez surtout pas ces putains de génériques avant d'avoir fini la série. Oui, c'est vrai, parce que tu me demandais tout le temps. Ouais, parce qu'on n'en avait pas parlé sur Oh My Sweet Liar, on n'avait pas parlé du générique, mais c'est pareil, même si les images ne révèlent pas nécessairement tout. Par contre, la chanson, elle révélait tout dans Oh My Sweet Liar. Ah oui. Parce qu'ils les mettent en plus la traduction des paroles, ça racontait absolument tout ce que tu allais voir. Alors, dans une comédie, je te dirais que c'est pas bien grave, parce que tu es dans une comédie. Donc, a priori, à moins que tu aies vraiment une grosse surprise qui t'ait fait un gros plan de bâtard de la dernière seconde au niveau du scénario. Bon, ce qui arrive, des fois, ils sont capables de te le faire. Oui, ils le font. Ils le font, ils l'osent, voilà, c'est ça. Mais là, ils l'ont pas. Ou une fin ouverte dégueulasse, mais là, ils l'ont pas fait. Donc, bon, là, c'est vrai que tu es sur une fiction historique, donc tu sais que tu vas forcément morfler et potentiellement prendre cher et avoir peut-être une fin dégueulasse. Bon, et bah du coup, il y a pas de parole par contre dans le générique, donc celui-là, ça va. Mais comme tu l'as dit, ouais, c'est vrai que tu as toutes les images du dernier épisode, en fait. Mais qui t'amènent jusqu'aux dernières images du dernier épisode, donc la conclusion de la série. Ça. Donc faites super gaffe à ça, vous faites pas avoir comme moi. Ça spoil à mort. Et ça, ouais, ça pour toi, oui. Pour moi, c'est ça donne envie. J'avoue que ce que j'avais vu dans le générique m'avait donné envie de regarder la série, en dehors de ta recommandation. Et puis, dès les premiers épisodes, je trouvais ça bien et tout. Quand t'aimes pas être spoilé, ça énerve quand même. Ça fait chier. A posteriori, je regrette d'avoir vu le générique, c'est sûr. Donc si vous êtes comme moi, du coup, zappez. Pour regarder le générique, le dernier épisode, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. Quand vous avez fini la série, vous pouvez vous faire les génériques. Mais pas avant. Ouais, celui-là, il est pas exceptionnel parce que le générique... Si, il y a une chanson. Si, il y a une chanson. J'allais dire, il est musical. Mais non, il y avait une chanson. Mais c'est vrai qu'il y a quelques chansons pas mal, mais c'est pas... Il y a une musique que j'aime particulièrement dans cette série. C'est la musique, chaque fois que tu as un grand moment monumental, là, notamment autour des marches d'escalier ou de la salle du trône, tu as une espèce de musique un peu Ennio Morricone, il était une fois dans l'Ouest, là, qui est très chouette. J'aime bien celle-là. Et bon, c'est que quand on te la sortent 2 fois dans le même épisode, elle a un petit peu moins de retentissement, quoi. Mais quand ils te la sortent, tu te dis, oh, attention, ça va chier des bulles. Donc... Mais c'est vrai que sinon, il n'y a pas vraiment de thèmes musicaux qui se détachent beaucoup.
C'est pas ce qui m'a marqué le plus dans ce drama-là. Non, non, pas particulièrement. La musique est bien, hein, mais elle passe relativement inaperçue, quoi. C'est pas le point fort de la série. Bon, toutes les deux, je pense qu'on l'a apprécié. Ça te transporte dans un univers qui est assez décalé, même s'il est très joli à regarder. Voilà, c'est un peu kitsch quand même. Les couleurs sont très flashy. Le couple est choupi. C'est vrai que du coup, moi j'ai trouvé que ça manquait un peu de sensualité, même vachement de sensualité entre les deux personnages principaux, qui sont normalement le couple que tu es censé shipper. Ce qui est quand même aberrant quand tu sais que c'est un couple dans la vraie vie qui devait déjà bien fricoter avant et pendant les scènes. Et donc, je me suis dit peut-être que c'est de la pudeur qui s'est mis là-dedans. Est-ce que justement, du fait qu'ils étaient un vrai couple, le réalisateur a pas osé leur demander ou ils n'ont pas joué comme ça. Donc c'est vrai que c'est plus une ambiance très gamin finalement entre tous les deux, ce que j'ai personnellement regretté. J'aurais aimé plus de sensualité entre le père. Autant il y a des moments très choupis, notamment un baiser volé sur la joue. Alors bienvenue au lycée, hein, au collège même j'ai envie de dire. Donc baiser volé sur la joue, elle est là, oh là là, mais toi comment oses-tu? Puis il est là, oui moi, toi, nous, oh là là, oh bisous, et tout. Voilà. Alors c'est adorable, mais c'est ça. C'est absolument adorable, ils sont trop mimi. Mais le problème, c'est que tu peux avoir du mimi et également avoir de la sensualité. Et je vous avoue que si vous venez pour ça, vous l'aurez pas. Ou alors si vous l'aurez que d'un côté, et c'est du côté du villainous crush. Et c'est pour ça que moi, je suis, alors je le dis tout de suite, Team Vanessa jusqu'au bout. Voilà. Ouais, je peux comprendre. Effectivement, il n'y a pas de tension sexuelle entre les héros et c'est vraiment dans le villainous crush qu'on va avoir une tension sexuelle qui s'installe. Ouais, heureusement qu'il était là, lui. Hein. Ah ouais, à plusieurs égards, c'est vrai que c'est un petit peu la cerise sur le gâteau du drama, hein, ce personnage et cet acteur, c'était vraiment... Moi, c'est ce que je retiens le plus du drama, c'est l'acteur et puis l'ambiance générale, les sensations qu'on a en regardant ce drama. Par contre, c'est vrai que tu passes un bon moment. Alors là, si tu acceptes le fait qu'il va y avoir quelques scènes clichés et effectivement des trucs qui sortent de nulle part et bon, t'aurais pu faire sans quoi. Mais ça reste un drama de bonne facture qu'on vous recommande sans réserve, à part prudence avec un certain nombre de trucs, dont les génériques. Et les costumes des femmes sont très beaux, mais le costume de Toba June, mon Dieu, je savais pas quoi en faire. On avait l'impression qu'il sortait d'un prince Disney, quoi. Il était là avec la petite broche au niveau du col, là. Je sais pas, je trouve que c'était décalé son costume, ça m'a vraiment surpris. C'est pas ce qu'ils ont fait de mieux au niveau du design, hein, c'est sûr. Mais malgré ces réserves-là, en fait, c'est vraiment un spectacle sympa, quoi. Bon, il est un peu long, mais c'est vrai que je l'ai trouvé très bien. Enfin, c'est vraiment bien porté par les acteurs, même dans des trucs qui sont un peu saugrenus. Et si vous avez adoré Luo Jin dans Royal Nirvana, tu le vois en joyeux trublion, hein, parce qu'il a vraiment des grandes scènes de comédie physique, notamment quand elle est... Un incendie, là ? Non, je pensais quand elle a été blessée et qu'on lui met des aiguilles là dans la tête et elle a été empoisonnée. Et donc, il est là, il l'a sauvée. Et donc il est à côté d'elle dans ce cottage au milieu de nulle part et en fait il est coincé, il a son bras coincé sous elle, un peu comme Xiao Fang de Goodbye My Princess quand elle est coincée par le prince, par notre Chanel et elle peut plus bouger. Lui c'est pareil, il est obligé d'être là à prendre des pauses bizarres parce qu'il commence à être physiquement, enfin il commence à avoir des crampes, des fourmis et t'as son fidèle lieutenant qui arrive et qui fait vous êtes en train de faire des arts martiaux ou quoi, parce qu'il a une jambe sur le lit, une autre ailleurs, enfin, il est fou. Et donc il y a ces grandes scènes comme ça de comédie qui sont assez surprenantes parce qu'à côté de ça, t'as des grands moments de torture porn, quoi. Ouais, il y a des ruptures de ton de temps en temps, mais c'est pas au stade de Moon Lovers. Globalement, on voit plus ça dans les dramas coréens que dans les dramas chinois qui sont plus uniformes au niveau de la tonalité. Ça pourrait reprendre, on va dire, au niveau des ruptures de ton, l'ambiance de Goodbye My Princess pour ça, parce qu'effectivement, il y avait des grands moments de pure comédie dans Goodbye My Princess avec des grands moments de torture porn. Mais je dirais que c'est moins torture porn que dans Goodbye My Princess. Ah oui, c'est beaucoup moins lourd quand même. Mais c'est moins épique par contre. Ça à côté, ça fait plus cheap que Goodbye My Princess. Parce que là, c'est intégralement tourné en studio, il y a pas ce souffle épique. Ça tient aussi à la conclusion, mais là, on va se tourner vers les spoils. Donc on y va. Hop. Allez, en avant Guingamp. C'est une tragicomédie dans le sens où ça se finit sur une note douce amère, mais ça passe. C'est pour ça que c'est pas
la même chose que Goodbye My Princess où t'es en train de chialer. Moi, je t'avoue, ça m'a pas fait pleurer du tout, la fin. On la voit venir, c'est annoncé par les choix que font les personnages, c'est annoncé dans les derniers épisodes. Tu sais que ça va arriver, et puis si tu t'es fait spoiler par le générique de fin, tu vois qu'à un moment donné, elle est impératrice et elle élève son fils seul. Elle est en noir. Voilà, donc qu'à un moment donné, notre Luo Jin, Tuo Bajun chéri, il fait plus partie du tableau en fait, et qu'elle est une reine douairière en fait. Elle règne pour son fils qui est un petit bambin tout mignon, mais bon. Oui, c'est ça. Donc toi, tu t'es demandé quand tu voyais les images, je me souviens que tu me demandais régulièrement, mais alors, du coup, c'est le fils de Tuo Bayu, donc qui était notre méchant dans Tuo Bayu, ou c'est le fils de Tuo Bajun. Ouais. Donc c'est vrai que voilà, la question se pose pendant tout le truc. Donc c'est vrai qu'à un moment, tu t'es demandé, parce que comme il avait eu un gamin avec la bitch, où il aurait pu très bien finalement se marier avec elle et il y aurait eu un gosse, j'aurais voté pour. Où il aurait pu régner, il aurait pu régner Oui. quelque temps, et donc le vrai héritier, ce serait son fils, et elle aurait assuré la régence de façon c'est tout ça, à fait honorable. t'avais la question de la rédemption qui du coup pouvait aller, parce que ça pouvait passer le trône. Elle aurait pu très bien choisir de protéger le fils de son ancien ennemi, entre guillemets. Enfin, ils auraient pu partir là-dedans, c'était tout à fait possible. Bah non, c'était leur gamin, parce que si tu vas sur la conclusion, il y a une question des poisons. Alors Dieu sait s'ils se font empoisonner, ça aussi c'est le côté répétitif. Et vas-y que je t'empoisonne, et vas-y que je te guérisse, et machin. Et donc il y a le poison de la mort qui tue, qui est donné qui prend tout seul d'ailleurs, parce qu'à un moment il part en full Hamlet sur la fin, et donc il fait semblant d'être fou pour pouvoir revenir accomplir sa propre vengeance, etc. Donc il a pris un Smarties, un Malteser qui était empoisonné. C'est ça, je vois, c'est toujours des Maltesers. Ah, t'as vu la taille des pilules, mais sans déconner. Ah oui. Ouf. Allez, il fait péter le M&M's. Donc du coup, il a pris son M&M's en se disant, vas-y, je prendrai l'antidote plus tard, j'imagine, pour tromper la vigilance de son oncle. Oui, parce qu'il est devenu quand même beaucoup vraiment moins tarte vers la fin. Il est quand même beaucoup plus filou en termes d'intrigue. Entre guillemets, parce qu'il avait quand même pas assuré, il était pas sûr de trouver derrière une antidote. Oui. Donc du coup, empoisonner le temps d'accomplir sa vengeance. Et puis comme il y avait une de nos bitches de service qui du coup a décidé d'empoisonner. Voilà, à un moment, il n'y a qu'un antidote pour deux. Ah, pique-nidouille, c'est toi l'andouille. Et donc, du coup, notre Tuo Bajun, donc l'empereur, qui va devenir l'empereur, du coup, se sacrifie pour sa chérie. Donc, il lui donne l'antidote en disant « Oh, t'inquiète, j'en ai un autre. » Et puis, en fait, il n'en aura pas. Ouais. Mais il a 10 ans d'espérance de vie. Ce qui fait que tu as le dernier épisode qui est les 10 dernières années de sa vie en accéléré. Tu as le temps de le voir lentement clamser, tu vois. Alors, tu te dis, finalement, ils ont eu une fin relativement satisfaisante, parce qu'à cette époque-là, tu mourrais quand même de plein de raisons diverses et variées. Et donc, avoir 10 ans, quand tu penses aux maladies, aux guerres et aux machins, ils ont eu le temps d'avoir 10 ans de mariage, un enfant, et d'organiser le projet de grand royaume pacifié, qui était ce qu'il lui laisse en héritage avec le gamin, si tu veux. Ouais. Ce qui est finalement une fin assez satisfaisante, je suis désolée de le dire. Oui, ça fonctionne complètement. Et on n'est pas triste à la fin, même si on a apprécié le personnage, parce que justement, on a le temps de se préparer au fait que Pepper, de toute façon, il a 10 ans devant lui, grand max, grâce aux soins qui peuvent améliorer son confort de vie, neutraliser en partie les effets du poison. Et si on se demande pour la rédemption de Vanessa, eh bien oui, Vanessa a une rédemption, même si elle se conclut par sa mort. Voilà. Ouais, bienvenue chez les solos. Ouais, c'est ça, parce que pour la femme qu'il aime, il se sacrifie. Il est buté par sa bitch, là. Elle l'aimait vraiment, en fait, même si lui servait d'elle. La bitch arriviste, la cousine... alors là, Wei Yang, elle est super intelligente, fausse, ouais. Mais la trahison de cette nana-là, elle l'a pas vu venir. Je me dis, mais à quel moment tu l'as pas vu venir, quoi? C'est la plus fausse des deux bitches de service, parce que c'est vrai que l'autre, dès le début, elle t'est livrée bitch, elle fait aucun mystère de sa bitchitude, tandis que l'autre, au début, forcément, parce qu'elle justement, elle était victime de l'autre pendant tout le temps, donc au début, elle s'est trouvée une alliée, et puis quand après, elle a vu que l'objet de son affection avait flashé sur Wei Yang, Wei Yang, ça devient la femme à abattre, et elle fait tout pour s'en débarrasser. Ah, ça, c'est un truc qui m'agace aussi dans ce genre de drama, c'est que tout le temps, les autres femmes qui sont autour de l'héroïne, à un moment donné, elles vont se dire « C'est de sa faute ».
Ouais, alors attends, reprenons, mettons les choses à plat. Où t'as vu que c'était de sa faute? C'est à un moment donné, t'avais ces espèces de gros plans sur les bitches ou les méchants. Les Wei Yang, tout ça c'est de ta faute. Je t'aurais. J'étais en mode, ouais, alors next. Toi aussi, prends un ticket, quoi. Putain, les filles, quoi. Le problème, c'est que malheureusement, j'ai envie de te dire, dans la vraie vie, ça se passe souvent comme ça. C'est-à-dire, au lieu de considérer que, après tout, le mec, il est responsable de qui tombe amoureux ou pas, d'ailleurs. Enfin, voilà, mais c'est pas forcément la faute de la fille. En l'occurrence, elle a rien demandé. Elle a pas cherché à séduire ni l'un le ni méchant, l'autre, hein, d'ailleurs. Ni le gentil, d'ailleurs. Ni l'un ni l'autre. Oui, parce que le gentil, à un moment, elle le repousse beaucoup. Enfin. Elle résiste pendant un bon moment. Oui, elle résiste. Elle en a 3 sur le dos, quand même, à un moment, parce qu'on a oublié le petit jeune. Ah oui. Parce que c'est vrai que la famille dans laquelle elle atterrit, la famille, c'est un pour tous et tous pourris. Le père Premier ministre, c'est un gros lâche. Voilà, à la limite, il m'aurait que de crever quand tu vois comment il a traité les femmes de sa vie et ses filles, en l'occurrence. Et puis comment il administre sa maisonnée, où c'est quand même le bordel de la bitchitude. Je te dis non, lui, s'il régit le royaume comme il régit sa maisonnée, je vais te dire, le gars, il est pas très compétent quand même. Hein. Faut le virer. Sa femme, c'est une saloperie. Elle est bien, la première épouse, elle voilà. est très Il y a gratinée. dedans, t'as des cousins, donc c'est un des méchants qui doit se faire dézinguer donc par l'héroïne, donc voilà, c'est un pourri. T'as un cousin éloigné, fils adopté, qui a une identité secrète également, parce que tout le monde a droit à son identité secrète, donc c'est le prince finalement d'un royaume à côté. Cette intrigue-là, tu la laisses tomber, mais au début, il est sympatoche, le petit jeune, et tu comprends pourquoi tous ces mecs tombent amoureux d'elle, parce qu'en dehors du fait qu'elle est très jolie, elle est courageuse, et tu la rapprochais de Feng Jouet carrément, parce que comme Feng Jouet, elle a droit à des titres, c'est-à-dire qu'on lui accorde des titres honorifiques, mais pas que, qui sont l'équivalent de ce que tu donnerais à un homme pour reconnaissance de travaux d'intérêt général et de services rendus au royaume, si tu veux. Elle met en place un plan de secours par une épidémie ou une catastrophe naturelle. Il y a plein de choses qu'elle met en place, et elle est pleine de ressources. Il y a des fois où elle se fait envoyer en prison, et comme d'habitude, tu as droit à le héros ou le méchant doit essayer de la récupérer. Et en fait, il y a des fois, elle a carrément planifié son truc, et elle n'a pas besoin qu'on vienne la dépatouiller. En fait, elle a déjà prévu le truc toute seule. Elle se sort souvent toute seule des guêpiers où les autres la fourrent. Oui, elle fait vraiment penser à Feng Jiwei. C'est juste qu'en face d'elle, elle a pas vraiment un nini, quoi. Ou alors ce serait le vilainous crush. Ce serait Vanessa. Ouais, ce serait Vanessa. Ouais. Elle a de la ressource quand même à un niveau qu'à un moment. Alors ça, c'est le truc, le côté what the fuck des fois. Et puis alors, bizarrement, elle te colle des fois des clichés derrière où justement on te la montre super débrouillarde. Alors elle est là, à un moment, grimpée dans un arbre. Tu sais pas comment elle est montée avec sa robe pas possible rose et blanche, tu vois, en soie. Et elle est là avec un plan avec des petits oiseaux qu'elle a attrapés. Et c'est les oiseaux pyromanes qui vont foutre le feu aux rations. Ils te sortent une espèce d'explication. Alors, je ne suis pas scientifique, certes, mais ça me paraît être sorti de son cul, son truc. Et t'as notre méchant qui assiste à la scène et qui est là, oh, mais qu'est-ce qu'elle est intelligente, et pas que physiquement intelligente et tout. Et à ce moment-là, où elle est là en train de démontrer toutes ses capacités et sa débrouillardise, Vlatipa qui te sortent le cliché habituel qu'on supporte pas, qui est « Et je tombe de mon arbre !» Ce qui permet au méchant de la récupérer. Voilà, bon, écoute... Elle était bien tombée sur une échoppe de nouilles. Bon, là, elle tombe dans les bras de son arbre. Elle a pas rebondi, là. Elle a pas rebondi. Mais ça fonctionne, ça m'a... À part ceux qu'on a mentionnés tout à l'heure qui nous ont saoulés, honnêtement, à aucun moment, ça m'a sorti complètement de l'histoire. Pour me dire... Mais t'as quand même des grands moments what the fuck, notamment le moment du cabinet secret avec force piège et machin, où tu te retrouves en je sais pas, en Indiana Jones. Ouais, exactement. Alors, pourquoi ce passage est passé ? Parce que c'est n'importe quoi, hein, tous ces pièges et ces choses trappes, et je veux bien que ça a été inventé, c'est possible, mais moi, ça n'est passé que pour une seule raison, le moment où l'héroïne risquait de se faire écrabouiller. Alors, c'était façon l'étoile de la mort, hein. On va tous maigrir un grand coup, mais j'ai tellement pensé à Han Solo, tu vois. Ouais, mais sauf que Han Solo, s'il avait été déjà avec Leia ou intéressé par Leia à ce moment-là, il venait de se rencontrer dans la poubelle, donc évidemment, ça n'y avait pas encore complètement les effluves du désir. Mais là, notre Vanessa, qui retombe sur ses pattes rapidement, il trouve le moyen de bien se coincer de telle manière que si jamais ils vont maigrir un grand coup, les gars, ils vont fusionner, donc ils vont pouvoir niquer dans la mort, hein, d'une certaine manière, c'est-à-dire...
D'ailleurs, c'est ce qu'il lui dit. Et c'est une scène, pour le coup, qui devient une scène d'une grande sensualité, parce que il lui dit, non, mais c'est mon privilège de mourir sur toi. Bah oui, vas-y, meurs sur elle. Mais elle est troublée par lui. C'est ça que j'ai trouvé intéressant. C'est que quand même, sans être attirée vraiment et envisager un seul instant ce qu'il lui propose à demi-mot, elle est quand même troublée par lui. Bon, il y a de quoi, parce qu'il est quand même beaucoup plus troublant que Pépère, Richard Cœur de Lion, sans peur et sans reproche, là. Ah, c'est ça. Qui est presque sans détour, son futur. Bah, c'est un petit chiot, quoi. C'est ce que je te dis, c'est le petit chiot. Les bitches sont intéressantes parce que donc t'as l'arriviste, le Lierre, la cousine qui cache bien son jeu et qui va s'engager dans une danse mortelle avec le Villainous Crush et qui finira par le buter. C'est elle qui le poignarde, dans mon souvenir. C'est elle qui le... Oui, c'est parce qu'elle veut tuer Li Wang à ce moment-là. Elle veut tuer Li Wei-yang et il s'interpose pour la sauver. Pareil, ça, il y avait un gros setup avec l'épée depuis quasiment le début, en fait. Du coup, par rapport à la scène que je viens de citer et celle que tu viens de dire, c'est là au moment où Vanessa, enfin l'appeler Vanessa, même si c'est pas son personnage, du coup était prêt à mourir sur le corps de sa chérie, et bah du coup en fait il va avoir la nana qui était amoureuse de lui, qui va s'embrocher sur lui et qui va mourir sur son corps à lui. Donc en plus la scène est finalement un pendant qui est assez intéressant, si tu veux. Mais parce que tout ce qui est autour de ce personnage-là est intéressant, en fait. C'est lui qui est le plus intéressant. En termes de setup et de payoff, c'est lui qui est le plus intéressant. Parce que c'est vrai que sinon, sur la symbolique, ils n'ont pas trop chargé la mule. Comme tu l'as dit, l'horoscope à la naissance de la Miss, on s'en fout, en fait. C'est pas tellement repris dans la suite de l'intrigue. Et puis même au niveau des costumes, etc., j'ai rien vu de franchement métaphorique. Même le yin-yang, par exemple, cette notion-là est pas vraiment exploitée dans les costumes. C'est pas... Non, si elle était, ce serait plutôt avec Vanessa, encore une fois, parce que on a quand même notre cliché voilà, c'est son rayon de soleil / son médicament, puisque comme on l'a dit, il était traumatisé. Et en fait, il se rend compte il tombe amoureux d'elle au moment où ils se retrouvent tous les deux. Il est intéressé par elle, il est troublé par elle, tout ça, elle l'intéresse, elle doit lui plaire, doit lui faire de l'effet, mais il tombe vraiment, vraiment amoureux d'elle à partir du moment où ils se retrouvent tous les deux enfermés, obligés de se cacher pour leur vie, alors qu'ils sont poursuivis par des méchants. Et donc, il est claustrophobe, et au moment où ils sont enfermés tous les deux, lui commence à partir en choc. Et elle le touche, et à partir de là, Pépère, il aura pour elle les 12 yeux de Chimène. Hein. C'est-à-dire que c'est oh là là, mais qu'est-ce que je suis bien avec elle. Et en plus, derrière, elle lui fait cadeau d'un pendentif qui est censé le protéger. Elle a fait le même cadeau à son chéri, mais elle lui fait également ce cadeau-là. Et donc, comme elle a été gentille avec lui, et Dieu sait si nos garçons, tu vois, avec des passés difficiles, t'es gentil une fois et te passe la bague au doigt. C'est ça. Et ben donc, du coup, son pendentif qui en plus l'a protégée pendant la guerre, donc il la voit comme son porte-bonheur, et il lâchera pas l'affaire. C'est-à-dire que jusqu'au bout, c'est je veux accéder au trône, mais en plus, je veux être sur le trône avec toi parce que t'es mon porte-bonheur. Et plusieurs fois, on essaye de le marier, et il dit, ok, d'accord, je veux bien avoir une numéro 2, une numéro 3, je m'en fous. Mais la place d'honneur, moi j'ai quelqu'un en tête et je sais qui je veux et c'est elle que j'aurai. Et c'est vrai que du coup, tu as ces derniers épisodes, donc l'avant-dernier, où il est enfin monté sur le trône, le père a été dézingué, il a par un odieux chantage, il est enfin arrivé à avoir l'objet de son affection et de sa convoitise. Donc elle a une montée des marches spectaculaire. Alors en plus c'est notre palais de Goodbye My Princess, donc c'est vrai que tu peux tu te remets dans l'ambiance Goodbye My Princess de ce mariage. Sans le lotus qui s'ouvre, mais sinon ouais. Sans le lotus, mais c'est tout aussi spectaculaire avec la belle musique, et tu ressors les tambours et les machins. Et elle a dit ouais, je veux un mariage extravagant parce que je suis une princesse. Et donc elle arrive là, et en plus juste avant t'as eu ce moment super chouette, parce que encore une fois je dis, toute la sensualité et tout l'érotisme et tout ce que tu veux, il est avec ce mec là. Et donc il est là avec le pendant, il regarde, il dit ah tu es enfin à moi, je t'ai enfin et tout. Et il est tout content de l'épouser. Bah tu penses que ça va pas se faire, arrive l'autre go de l'Uro, KPP, en full Jean Marais, et puis c'est terminé. Fin de l'affaire. Donc 10 minutes après, elle se remarie dans les mêmes conditions, pas avec la même robe, avec celui dont elle était amoureuse. Mais ils sont choupinous, mais voilà, tu te dis, avec l'autre, ça aurait... D'ailleurs, il y a un moment juste avant où elle essaye elle veut pas l'épouser, elle se défend, et il lui dit, tu fais jamais ça devant les autres, mais tu peux faire ce que tu veux dans notre chambre à coucher. Et là, t'es là, yes! Ok. Ouf, je vais prendre une douche. Merci Vanessa. Ça fait des étincelles, Vanessa Tiffany, ouais. Ah ouais.
Mais non, ils pouvaient pas être ensemble. Bah, pourtant, c'est eux qui ont les meilleures scènes, hein, franchement. Je trouve que toutes les meilleures scènes, c'est avec eux. Comme la scène de l'aphrodisiaque. On aime bien les scènes d'aphrodisiaque. C'est avec lui. Toutes les bonnes scènes. La scène des Lucioles, c'est avec lui. Enfin, en fait, il a toutes les meilleures scènes, tu vois. Le côté je tombe de l'arbre et portée de mariée, c'est avec lui aussi. Donc, pourquoi ils l'ont marié avec l'autre ? Parce qu'il avait un champ de plastique et des papillons, tu vois. C'était le truc. Bon, il joue de la musique. Au final, parce que j'aimais bien la relation qu'il avait avec la bitch, le lierre, là, la cousine sournoise. J'aimais bien cette relation, tu vois, le mariage entre deux méchants, vraiment méchants, hyper ambitieux, parce qu'elle aussi, il la repère très très vite dans The Monastère, qui est The Place to Be. À un moment donné, tu passes toujours par cette espèce de monastère, les moines, ils doivent en avoir trop marre de voir défiler les membres de la famille Lee, les membres de la famille impériale, et vas-y que je te... Et c'est là qu'elle l'intrigue pour la première fois avec cette métaphore du lierre qui s'enroule autour de son hôte et qui finit par l'étouffer. Et elle se compare au lierre et elle dit qu'elle n'a pas d'autre moyen d'arriver à ses fins que par la traîtrise et la sournoiserie. Et elle étouffe ses proies et c'est ce qu'elle a essayé de faire avec Veillant, quoi. Peut-être aussi pour ça qu'elle a mis autant de temps à se rendre compte, la Bichette, notre héroïne, parce que... Mais c'est ce qu'elle aurait fait avec le mec aussi. Hein. Et d'ailleurs, finalement, elle l'étreint dans une étreinte mortelle à la fin. Ouais, parce que c'est elle qui l'a tué et elle se tue dessus. Hein. On repart sur la métaphore du lierre. Elle a fini par elle a essayé de l'étouffer à plusieurs reprises et lui, il la prend en grippe à partir du moment où ses plans vont à l'encontre des siens parce qu'elle est tellement jalouse de Wei Yang qu'elle risque de tout compromettre. Lui, quand même, il va à la chasse au trône. Hein, donc, il a un plan hyper complexe sur le long terme. Ça fait des années qu'il prépare son coup, parce que oui, il est responsable de la mort du père de notre Richard Cœur de Lion / le Hojin, bien sûr, dans sa course au trône. Parce que lui est un peu pareil, tu le vois pas venir, quoi. Nous, on sait que c'est un méchant parce qu'il est habillé comme ci, il agit comme ça, puis on le voit faire ses magouilles. Mais quelqu'un qui va à la cour comme ça pourrait croire que il est pas ambitieux jusqu'à ce qu'il commence à abattre ses cartes, mais il a déjà fait bien du ménage à ce stade-là, quoi. Donc. Ouais, mais je pense qu'effectivement, elle l'aurait étouffé. D'ailleurs, finalement, dans son alliance finale, c'est pas avec elle qu'il s'est allié, c'est avec la bitch numéro 1, donc celle qui convoitait plutôt le Richard Cœur de Lion, si tu veux, qui est pas très finaude. Voilà, donc il s'en se serait débarrassé. C'était un meilleur pion pour lui à utiliser, sauf qu'elle l'a quand même doublé parce qu'elle lui a empoisonné la fille qu'il avait prévu d'épouser et celle dont il voulait faire son impératrice. Donc elle lui avait fait quand même un coup de pute derrière. L'autre, elle l'aurait bouffé, c'est sûr. Hein. Et d'ailleurs, il lui fout une mandale à un moment, comme il dit, jamais je frapperai une femme, mais parce que il a compris qu'elle allait essayer de faire du mal à la fille. Il a dit non, mais tu touches pas à celle-là je me la garde, elle est pour moi, quoi. De toute façon, il n'hésite pas à sacrifier même certains aspects de son plan ou pour la protéger. Donc. Mais elles ont plein d'occasions de rattrapage quand même, parce que tu vois, la bitch 1, donc il se retrouve marié, donc du coup, par un chantage forcé de Vanessa, qui lui fait le coup du bah écoute, je veux bien sauver Wei Yang parce qu'il va arriver encore une connerie. Il dit ok, j'ai un vœu encore auprès de l'empereur, je peux la sauver, mais du coup, tu épouses bitch 1, donc il s'appelle Xiangle. Tu épouses celle-là et tu dis pas à Wei Yang pourquoi tu l'épouses. À ce moment-là, moi, il se dit super, je vais pouvoir me la mettre dans la poche, tout ça. Et on a droit à une scène de mariage d'ailleurs, comme dans celle de Royal Nirvana, finalement. Alors, sauf qu'il la vit beaucoup moins bien parce que du coup, il était la nana en face de lui, celle qu'il voulait épouser, qui est juste derrière parce que l'autre, elle est salope au possible. Bah, c'est là que tu te dis qu'elle est vraiment très con. Elle sait que le mec était amoureux de Wei Yang. Elle est là en train de la torturer, de lui marcher dessus pour monter dans son sedan, dans sa carriole. Et puis après, enfin, elle lui fait toutes les saloperies possibles et imaginables face au mec. Comment elle peut penser que le type, il va tomber amoureux d'elle? Elle est vraiment d'une connerie. Enfin, elle est aussi bête qu'elle est méchante. Ah, elle est irrécupérable, mais il lui laisse quand même une chance parce qu'en plus c'est elle qui a tué sa mère en se faisant passer avec un masque magique pour Wei Yang, et elle pourrait plusieurs fois s'amender et on la tue pas tout de suite, mais jusqu'au bout elle va rester une saloperie, elle va torturer le héros et tout, enfin rien de... Puis elle finit folle d'ailleurs, elle finit par péter les plombs et... On lui donne le vin empoisonné, enfin elle se on lui dit suicide allez, salut, hein. Le
on va tuer au Beaujolais et puis on n'en parle plus. Une Voilà, exécution exactement. à la romaine, on t'exécute pas en public, on te suicide. Donc t'es gentil, tu bois ton verre jusqu'à Lali. Bah c'est sûr qu'elle était loin d'être aussi finaude que la bitch numéro 2, le lierre là. C'est la différence entre une bitch qui est la fille de l'épouse légitime de Monsieur Lee, qui a été élevée en ayant une haute conscience d'elle-même, etc., par sa bitch de mère, donc en gros qui devient une bitch comme sa mère, et puis l'autre qui était une enfant de concubine, brimée, machin, hein, et qui est forcément obligée de faire ses coups en douce. Au final, même si l'autre elle fait du mal, la plus dangereuse c'est celle qui fait ses coups en douce, évidemment. Je te dirais qu'aussi par rapport à l'association finalement des couples, c'est assez équilibré parce qu'en fait, comme on a dit, notre héros sans peur et sans reproche, qui est brut de décoffrage, hein, lui il n'est pas très capable de calculer, enfin tu vois vraiment où il en est, hein, il cache pas ses émotions, il porte vraiment toutes ses émotions sur son visage. Bon déjà c'est Luo Jin, hein, donc on a dit dans Royal Nirvana, allez vas-y, mais là le mec il est content, il est triste, enfin voilà, c'est pas Ningyi. Surtout au non, début, c'est il est pas pas fait pour régner. Voilà, il a aucun sens il sait pas cacher ses émotions. Et donc finalement, c'est logique qu'il soit avec la bitch qui est pas très finaude non plus et qui cache pas non plus ses émotions, hein, qu'elle soit elle est sans filtre, tu vois très la bien. connasse, ouais. Non. Et de l'autre côté, t'as les deux autres roués qui sont machiavéliques et qui ont des plans au long terme et qui manipulent tout le monde et du coup, ils vont également bien ensemble. Bah, si tu n'es pas puissant, tu dois être rusé. Ou t'es mort. C'est une autre possibilité. Voilà, ou t'es Ned Stark. Il y avait des moments où Luo Jin, il flirtait avec le Ned Stark. C'est-à-dire, je dis, ouais, quand même, si tu finis pas décapité, c'est que t'as la chance que ta chérie, elle soit beaucoup plus finaude que toi, hein, parce que... Ouais, mais alors bon, c'est pas les mêmes costumes, hein. Ah non. Moins, t'imagines pas Ned Stark avec ses petits bijoux, là, et ses... Avec ses deux petits et couets ses tout petites juste tresses. au-dessus de l'oreille et les petites perles. Moi, je m'en suis pas remise. Ah Qu'est-ce oui, que c'est que oui. ce look de merde? C'est quoi ce délire? Pourquoi ils lui ont pas fait des super tresses comme à Vanessa? Ah, puis il fait très très maquillé aussi, ça joue aussi. Hein. Ils sont allés à la truelle sur le fond de teint. Pas tellement sur les femmes. Ça passe mieux, puis Vanessa fait pas très maquillée. Je Non, trouve que il est c'est blanc vraiment, comme... Il est tout je sais pâle. pas pourquoi, c'est Luo Jin qui a trusté le maquilleur. Peut-être qu'il avait un problème cutané au moment du tournage. Je t'avais fait la remarque en regardant Royal Nirvana et tu m'avais dit, ouais, la HD, ça pardonne pas. C'est que il a parfois, sur des gros plans, une peau dégueulasse. Ah, c'était le moment bébé crème. Donc... Il y a quand même plein de fonds de teint haute couvrance qui font bien le taf, donc je sais pas. Mais là... comme en plus on avait droit à le rouge à lèvres blanc de quand t'es très malade, et ton rouge à lèvres, il avait un rouge à lèvres assez foncé le reste du temps, c'est vrai que c'était particulier. Ouais. Non, mais j'ai l'impression qu'il a les lèvres foncées naturellement, en fait. Sa carnation fait que... Ah, parce que dans Royal Nirvana, il avait les lèvres bordeaux, quoi. C'était un... Je pense que c'est sa carnation. C'est possible, il a une bouche pulpeuse. Ouais, comme notre Adam Driver, comme ça sera l'occasion de recaser... C'est intellectuel, hein, aujourd'hui. Ah, t'as vu, hein, je suis à fond. Le problème, c'est que c'est ça, sur la symbolique, sur les thématiques hyper profondes et machin, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, bien que ce soit un truc historique, et il y a des trucs historiques qui y arrivent bien, hein, on n'est pas obligé d'aller dans la fantaisie pur jus pour avoir quelque chose qui tienne la route à ce niveau-là. Là, c'est pas là qu'ils ont chargé la mule, mais ça passait très bien, enfin, ça n'enlève rien au plaisir qu'on a à regarder ce drama, hein, c'est juste que... C'est un choix qu'ils ont fait. Ah oui, non, même les clichés, tu les apprécies bien, tu vois, comme le moment où tout le monde est en train de regarder la nana émerveillée parce que t'as 3 flocons de neige qui tombent et alors là, elle est là, tu sais, petite fée au milieu de son nuage de flocons. Tu dis, oh, trop beau, oh là là. Puis du coup, tout le monde la regarde dans la boule à neige. Oh, qu'elle est jolie, tu vois, voilà, mais en même temps, tu les vois ces passages-là et ouais, tu les kiffes, quoi, parce que... Parce que c'est mignon. Après, il y avait des scènes qui m'ont surprise. Par exemple, les cadeaux pour l'anniversaire de la grand-mère. Donc, t'avais les Beach 1, Beach 2, qui... elles ont fait de la broderie, hein. Et puis, forcément, c'est un concours de... Alors, pas de quéquette, mais vous avez compris. C'est celle qui fera la plus grande broderie, avec le plus joli poème et machin et tout. Donc, notre pauvre Beach numéro 2, le lierre, elle s'est fait blouser par la Beach 1... la fille de famille, l'aînée, etc. Et puis, Wei Young, elle est partie dans une direction complètement opposée. Elle se déguise en dragon. Ah, la danse du lion. La danse du lion, voilà. La danse du lion, elle est chouette, cette scène.
Et finalement, c'est le cadeau que la grand-mère kiffe le plus, quoi, parce qu'elle s'éclate comme une petite folle. Ça permet d'avoir un nouveau tuto, le tuto danse folklorique. Ça manquait dans nos tutos. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que quand même notre amie Villainous Crush, Vanessa, la repère vraiment parce que à un moment donné, il y a une des bitches qui balance, je sais pas, des cailloux pour qu'elle se casse la gueule au milieu de sa danse. Et elle se vautre, mais c'est pas grave, ça n'enlève rien au charme du cadeau, de la danse, et puis finalement ça passe très bien. Et c'est que là l'autre il se dit ouais, ils ont un rattrapage aussi avec Vanessa à un moment où elle est en train de réfléchir au bord du lac, quoi. Enfin, elle est sur un petit pont assise et à ce moment-là, il arrive derrière et il la surprend. Donc elle manque de passer à la baille, donc il la rattrape. Et là, attention, roulé boulet de la mort qui tue, qui fait que c'est lui qui manque de tomber à la flotte. Elle le rattrape par la ceinture et elle le sauve. Enfin, le truc complètement improbable. Oh, il y a des scènes comme ça. Non. Et là, on est typiquement quand même dans de la prod chinoise, hein, parce que ce genre de tournée boulet. Ah oui. Sur ça, il y a des grands moments de kitscherie. Mais c'est charmant quand même. Oui, c'est charmant, voilà. Tu sais que t'es pas en train de regarder un drama historique, Goodbye My Princess, qui avait pourtant aussi, comme on a dit, des moments charmants. Mais c'est vrai que là, t'as vraiment l'impression que t'es dans une espèce de version Disney, quoi. Enfin, une espèce de conte de fées aléatoire, quoi. Bon, moi, je regrette quand même qu'il m'ait pas sauvé Vanessa. Je vais rester là-dessus. Ouais. Ça, plein de fois, je me suis dit, il allait pouvoir être récupéré. Ça m'a pas plu, quoi. Bah, il était récupérable, hein. Il aurait pu faire amende honorable. Mais après la relation vraiment malsaine, destructrice, dans laquelle il est engagé quasiment depuis le début avec la Bitch 2, avec Lierre, tu te dis, elle va lui faire la peau, elle est trop possessive. Moi, je l'avais vu venir qu'elle allait le tuer, en fait. Qu'ils allaient mourir ensemble. Ah oui, parce qu'elle a flashé sur lui dans l'enfance quand elle était martyrisée par sa famille, un pour tous et tous pourris. Et en fait, elle est tombée sur lui qui était déjà aussi en mode je me vengerai un jour, donc gamin. Et il l'a trouvé en train de pleurer. Et en fait, il lui a appliqué ce qu'il essayait de s'appliquer à lui-même comme devise de vie, qui était non, mais arrête de te faire marcher dessus, défends-toi, il faut épargner personne qui te fait du mal. Oh, c'est un super bon conseil, je vais l'appliquer pour le reste de ma vie. Et à partir de là, elle a flashé sur le mec et elle a bien intégré ça. Et c'est vrai qu'ils avaient des parcours parallèles tous les deux, donc ils meurent ensemble, c'était logique. Ouais, mais comme dans un drama que tu m'as conseillé de regarder, qu'on a regardé récemment, Perfect and Casual, les lignes parallèles normalement sont pas faites pour se croiser. Oui. Donc finalement, les personnages qui sont tellement similaires, moi c'est pour ça que je dirais, j'ai shippé jusqu'au bout. C'est dommage, tu vois, qu'un jour on parte pas dans cette direction. Je pense pas qu'ils le feront un jour dans un drama, mais pour le coup j'étais complètement pour le fait qu'elle tombe amoureuse du deuxième personnage masculin et qu'ils fassent une fin ensemble. Bon. Ça m'aurait pas déplu, mais j'ai vite compris qu'ils allaient pas aller dans cette direction. De part, justement, alors un des trucs qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que justement Tuo Ba-jun, donc le personnage de Luo Jin, était tellement con. Je me suis dit, derrière les grands hommes, il faut une femme beaucoup plus intelligente, beaucoup plus... Voilà. Je savais que ça allait être la Catherine de Médicis de son Henri II, tu vois. Ça allait être, tu vois. Alors moi, je savais surtout que c'était... Enfin, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que c'était Luo Jin et Tiffany Tang. Hein. C'était bien qu'ils allaient pas... Oui, aussi, alors que le couple allait convoler en juste noces, ils allaient forcément pas la mettre avec le deuxième personnage masculin. Enfin, c'était plié d'avance, c'était évident. Ouais, voilà, dans la façon dont c'était amené, je savais qu'il mourrait de la main de Lierre et que vraisemblablement elle mourrait avec lui. Et du coup, c'est peut-être ce qui m'a empêché de le shipper complètement avec Wei Yang, c'est que je sentais... Ça sentait le sapin. Ça sentait le sapin. Alors, souvent avec les Villainous Crush, hein, ça nous empêche pas de les shipper, mais là, non. Mais j'étais très friande de leurs interactions et je trouvais qu'ils auraient pu nous balancer quelques interactions supplémentaires. Je suis un peu restée sur ma faim quand même. Ils auraient pu avoir un peu plus d'échanges. Ouais, ça n'aurait rien gâché. On va stocker Vanessa et puis c'est ça qui va se passer, c'est moi qui te le dis. C'est ça qu'on va faire. Voilà, c'est ça qu'on vous recommande de faire d'ailleurs. Il faut savoir aussi, alors je ne l'ai pas encore regardé, mais cette série a eu un spin-off, une suite / spin-off. Alors je sais pas du tout comment ça se joue, comment ça se raccroche à Princess Wei Yang, mais donc c'est sorti l'année dernière, ça s'appelle The Song of Glory, avec notre copine Li Chin de The Wolf
Wolf et de Princess Princess Agents, Agents. la princesse casse-couille, Ouais. exactement, qui joue le personnage principal là-dedans. Alors, je ne sais pas comment ça se raccroche. Est-ce que c'est avec le fils qu'on voit à la fin? Est-ce que c'est les aventures du fils? Voilà, mais je sais pas du tout. Donc, je serais assez curieuse. J'allais sur ma liste, je la verrai bientôt. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a un spin-off à cette série. Qui a l'air tout aussi what the fuck que j'ai pu voir avec des masques et des machins, la Princess Silver, des trucs. Bon, c'est pas toujours de très bon goût, mais voilà, c'était quand même sympa. En tout cas, c'est un univers dans lequel t'as plaisir à être. Charmant, je pense que c'est le mot clé en fait, c'est-à-dire que il y a suffisamment de rebondissements, visuellement c'est joli mais il y a un côté kitsch, il y a des tropes qu'on connaît par cœur et globalement on apprécie quand même de Mais les on voir. se lasse pas. Voilà, exactement. On s'en lasse pas. Et puis, ouais, globalement, c'est charmant. Le couple principal est choupi, l'héroïne est bien, les acteurs sont beaux. Ils ont eu plein de prix, les acteurs. Il faut savoir que Vanessa, et donc celle qui joue la bitch, donc Mao Xiao-Chang, qui jouait la copine dans Love O2O, elle était très sympa d'ailleurs, il était très bien son personnage dans Love O2O. Donc, où elle n'était pas du tout une méchante, donc ça a changé complètement, parce que je ne l'ai pas reconnue tout de suite. Mais donc, tous les deux, ils ont eu les prix des acteurs les plus charismatiques dans 2016. Donc, ils n'ont pas tapé dans l'œil que des Lucasfilm, ils ont tapé dans l'œil des Chinois, et je dirais les Chinois ont beau goût, voilà. Donc, laissez-vous charmer par Princess Wei Yang et par Vanessa. C'est un beau spectacle qui vous laissera pas en vrac, donc ça c'est quand même appréciable. Surtout si vous allez regarder Goodbye My Princess, Royal Nirvana qui est quand même costaud. Là c'est quand même globalement plus léger. Ça a le côté kitsch d'un beau angélique, j'ai envie de dire quelque part. C'est un peu presque un plaisir coupable à ce niveau-là. Ah, j'aime pas ça, moi, l'idée de plaisir coupable. Non, c'est un plaisir tout court. Coupable, ça veut dire qu'il faudrait que t'en aies honte. Je suis pas d'accord. Faut pas. En plus, c'est un beau power fantasy. Bon, même si la nana, elle faut pas se leurrer quand même, elle commence princesse. Hein, donc c'est pas une Cendrillon. Donc elle est princesse, elle a déchu de son truc. Bon, elle s'appuie sur son intelligence parce qu'elle est quand même toute seule. Même si on en a pas parlé, elle a une fidèle garde du corps d'ailleurs qui fricote avec le garde du corps de Luo Jin. Donc elle a une garde du corps qui est assez chouette, qui est un peu comme Adou. Ouais. Mais bon, elle a quelques personnes de confiance autour d'elle, effectivement. Mais voilà, ce sont ses ressources à elle, et elle termine donc cette séquence où elle est majestueuse avec sa robe à la fin. Tu vois, elle a ce côté dominant. Je suis débarrassée de mes ennemis, je vais protéger le royaume, etc. Je vais protéger mon fils. Voilà, c'est un personnage féminin qui a un parcours intéressant, qui n'est pas une carpette, mais qui croit en la capacité des gens à se racheter, ne devient pas une bitch à la fin, bien qu'on, finalement, dans son image finale, tu pourrais la rapprocher d'une Sansa Stark sur sa dernière scène, c'est-à-dire ce côté un peu froid glacé. En plus, c'est une reine de glace, hein, elle est habillée en noir avec la neige autour et son gamin. Mais il y a ce côté impérial est intéressant à la fin. Tu as pu te rendre compte pendant toute la série qu'elle était taillée pour régner, mais que ça allait pas être un tyran par ailleurs. Ça va être une bonne souveraine. Je pense qu'elle va faire de son fils un bon souverain. Elle risque d'être une belle maman chiante quand même. Ah oui, par contre, à mon avis, je plains la fille qui... pour les futures concubines, machin. Là, on dit pas. Là, on dit voilà, pas. On se demande, est-ce que justement c'est dans le spin-off dans le Song of Glory, tu vois, Mystère et Boule de Gomme. Hein, donc, si vous l'avez vu, là, on le dit pas à Aurélie parce qu'il faut pas la spoiler. Ah, ça m'énerve, hein. Non, voilà, vous direz rien. Moi, ça me dérange pas, mais il faut rien dire du coup, parce que si jamais Aurélie le regarde, ça va la gêner. Mais voilà. Du coup, on a terminé en majesté. On a avec terminé en Princess majesté Wei. notre semaine consacrée au Nouvel An chinois. On espère que ça vous a plu. Si vous avez déjà vu certains de ces dramas ou si vous comptez en voir grâce à nos vidéos, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. On vous souhaite un très bon nouvel an chinois. C'est quoi qui commence? C'est le buffle de métal, c'est ça? Buffle de métal, tout à fait. Donc bonjour à tous les buffles et puis on vous retrouve très bientôt pour du contenu Star Wars ou autre. À très bientôt.